partout où vous êtes, merci de votre constante fidélité. C'est l'heure des informations de la mi-journée de Radio Mali. Le journal Kumba Sissé. Je suis ravie de vous retrouver pour ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Une délégation venue de la Côte d'Ivoire et du Togo était hier à Bamako pour échanger avec les autorités du pays sur la situation des militaires ivoiriens détenus au Mali depuis quelques mois. Un mémorandum a été donc signé et il servira de base pour un dénouement heureux de la situation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Dans la chronique du développement, nous parlerons des institutions de microfinance au Mali. Aujourd'hui, ces institutions touchent plus d'1 million de clients et une somme de plus de 160 milliards de francs CFA de prêts a été octroyée à ces clients. En sport, football, championnat national de Ligue 1, la 8e journée a pris fin hier. L'AS Real est désormais en tête du classement. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier une délégation conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères du Togo. Au centre des échanges, la situation des militaires ivoiriens détenus au Mali. Après cette audience, la délégation a échangé avec le ministre des Affaires étrangères du Mali et celui en charge de l'administration. Rencontre qui a permis aux différentes parties de convenir sur un mémorandum qui servira de base pour un dénouement heureux de la situation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Fousseini Tounkara. Le ministre d'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères du Togo à la tête d'une forte délégation reçue par le président de la transition. Cette audience élargie à certains membres du gouvernement a essentiellement porté sur la situation des militaires ivoiriens en détention ici au Mali. Une situation qui met à froid les relations bilatérales qui existent entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire. Il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire il y a de cela quelques mois. Il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens. Et le président Assimi Goïta nous a fait l'honneur de nous recevoir pour que je puisse lui transmettre les messages du président Ouattara, ce que nous venons de faire. La rencontre s'est passée dans un esprit fraternel, de compréhension mutuelle. À la suite de cette audience, la délégation ivoiro-togolaise a eu un temps d'échange plus élargi avec le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et le chef de la diplomatie malienne. Ce cadre a permis aux différentes parties d'élaborer un mémorandum, lequel document servira d'appui pour avoir un dénouement heureux de la situation qui prévaut entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Depuis quelques mois, nous sommes dans cet exercice de discussion, de dialogue, parce que depuis le début, pour notre part Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a indiqué que cet incident malheureux qui a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire, pour pouvoir les surmonter, nous privilégions toujours la voie du dialogue, la voie diplomatique pour pouvoir trouver une issue par rapport à cela. Et ceci, il l'a réitéré malgré le fait que la question soit portée devant des instances judiciaires, mais ne peut être réglée en oubliant la profondeur et la densité des relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Dans ce cadre-là, nous avons eu déjà quelques échanges. Nous nous réjouissons de recevoir cette importante délégation de la République de Côte d'Ivoire, que nous avons reçue aussi avec le représentant du médiateur dans un état d'esprit très fraternel. Je dois dire que depuis leur arrivée, nous avons pu noter, en tout cas la volonté de part et d'autre, d'œuvrer à pouvoir surmonter cet événement en préservant les liens qui existent entre nos deux pays. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire. L'acte que nous venons de poser ce jour est un acte majeur. Il va au-delà de ce malentendu.
nous avons pensé qu'il fallait privilégier, il fallait renforcer les liens de bon voisinage, de fraternité et d'amitié entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est cela surtout qu'il faut retenir dans un premier temps. Dans un deuxième temps, bien entendu, nous avons parlé de l'affaire des 46 soldats. C'est une question qui est en voie de résolution et nous pouvons dire que nous venons de faire un voyage fructueux ici en terre malienne et nous ne pouvons que remercier le président Assimi Goïta et toute son équipe. Le ministre des Affaires étrangères du Togo, pays fortement impliqué comme médiateur dans ce dossier Mali-Côte d'Ivoire, se réjouit de ce rapprochement de positions de deux pays frères. Robert Dussé, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Je voudrais surtout remercier leur Excellence le président Assimi Goïta et le président Alassane Ouattara qui ont une volonté commune, celle d'œuvrer pour la paix et la cohésion au niveau de la sous-région. Et je voudrais aussi vous renouveler l'encouragement du président Faure Gnassingbé qui pense que pour notre région, il faut que tous les pays puissent travailler en paix et en sécurité. Donc nous sommes heureux en tant que médiation et représentant du président de la République togolaise, le président Faure Gnassingbé, d'être témoin et co-signataire de l'engagement que les deux parties, la partie malienne et la partie ivoirienne, a pris ici à Bamako. Cette rencontre tripartite s'est achevée sur des notes d'espoir dans une bonne ambiance. À Mopti, la tolérance religieuse comme facteur de cohésion sociale, c'est le thème au centre du forum interreligieux initié par l'ONG J'aime Mali, Jeunesse en mission, en partenariat avec l'ONG internationale Tailleur Fund. Cette activité de sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Initiative conjointe pour une action religieuse stratégique est soutenue par le Royaume des Pays-Bas. Daouda Diakité. L'ONG J'aime Mali, Jeunesse en mission en partenariat avec l'ONG internationale Tailleur Fund, veut à travers ce forum autour du thème Tolérance religieuse, un facteur de cohésion sociale, jouer sa partition dans la promotion de la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et le respect des principes de la laïcité entre les communautés de religions différentes du Mali. Daniel Koulibaly, chargé de programme d'ISRA Terfen Mali. Ce forum a pour objectif de contribuer à construire des communautés religieuses inclusives, ouvertes et constructives qui interagissent de manière pacifique entre les différentes couches sociales par et pour la promotion des libertés de religion et de croyances au Mali. Le cadre a permis à la centaine de participants issus des associations de jeunes, des femmes et autres leaders musulmans, chrétiens, catholiques et protestants d'aborder plusieurs autres thématiques en lien avec la cohabitation pacifique interreligieuse. Issa Plia, deuxième adjoint au préfet de Mopti. C'est le lieu de saluer cette belle initiative de la jeunesse en mission au Mali et ses partenaires qui cadrent parfaitement avec les orientations du gouvernement de la République du Mali, notamment dans le cadre de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation. À noter que le programme d'ISRA, Initiative conjointe pour une action religieuse stratégique, est financé par le Royaume des Pays-Bas. Il couvre les régions de Gao, Tombouctou, Ségou, Mopti et les districts de Bamako. Mopti, Daouda Diakité et Diakalia Traoré pour l'ORTM. Fin de travaux de la journée internationale des migrants à Koulikoro, organisée par le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine et ses partenaires. La présente rencontre visait à éclairer la lanterne des forces vives de la région de Koulikoro sur les questions de migration, les enjeux et perspectives. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées. Ousmane Kouita. Au cours de 3 jours d'intenses travaux, les acteurs de la migration au Mali ont formulé plusieurs recommandations. Parmi ces recommandations, c'est la mise en place d'une politique en matière migratoire qui prenne en compte la question du genre qui a attiré l'attention du chef de mission de l'OIM au Mali. Pascal Renjens, chef de la mission de l'OIM au Mali. La migration, c'est la société. La migration, c'est tout à fait transversal. Je pense que le fait de pouvoir mettre en place des politiques en matière migratoire qui tiennent en compte la question du genre, à savoir les opportunités égales pour les femmes et pour les hommes, pour les jeunes filles
et les jeunes garçons est une clé de la réponse. Ces 3 jours de travaux ont permis aux participants de mettre en exergue les avancées significatives en matière de gouvernance de migration au Mali, mais également les nombreux défis. Mme Tangarane Magindo, secrétaire générale du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Les Maliens établis à l'extérieur sont au cœur du dispositif de l'État dans le cadre du processus de développement de notre pays, mais également dans le cadre de la refondation de l'État. C'est pourquoi le gouvernement a été fortement mobilisé pour cette conférence. Pour l'ORTM. Actualité hors du Mali, au Tchad, inquiétude autour de la commission d'enquête sur les événements du 20 octobre. Les autorités de ce pays avaient accepté qu'une mission d'enquête internationale soit déployée pour faire la lumière sur les manifestations du 20 octobre qui avaient fait une 50aine de morts et 300 blessés. Officiellement, cette commission est sur place depuis une dizaine de jours. Tentative de coup d'État déjouée en Gambie. Jeudi, les autorités ont appréhendé l'un des 7 suspects qui l'ont transféré vers un lieu sécurisé. 2 autres sont activement recherchés. Pour l'instant, 4 soldats ont été arrêtés, accusés d'avoir voulu renverser le régime d'Adama Barrow. À plusieurs milliers de kilomètres de Banjul, l'influence possible de Yaya Jammeh suscite, elle aussi, des interrogations. Actuellement, logé dans l'un des palais du président Théodora Obiang-Nguema, l'homme au boubou blanc a annoncé à ses partisans samedi qu'il entendait rentrer bientôt en Gambie. Malgré une rupture avec son ancien parti, l'ex-chef d'État est encore populaire dans les zones rurales à l'est du pays. C'est d'ailleurs de la région Foni que provient la majorité des soldats de l'armée nationale. Le président gambien, en s'appuyant sur des forces étrangères pour sa sécurité, notamment des soldats sénégalais à Banjul, crée une frustration chez les militaires, selon un bon connaisseur du pays. L'inflation au Japon a continué d'accélérer en novembre, atteignant 3,7% sur un an, hors produits frais, un nouveau sommet depuis décembre 1981, selon des données publiées ce vendredi par le ministère japonais des Affaires intérieures et conforme aux attentes des économistes. Les prix à la consommation bondissent dans les pays depuis le printemps dernier. Page Sport Football, l'ancien entraîneur de Chelsea, Avram Grant, 67 ans, a été nommé à la tête de la sélection de Gambie, a annoncé la Fédération zambienne de football hier jeudi. Championnat national de Ligue 1, la 8e journée a pris fin hier. L'AS Real est désormais en tête du classement. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chenou. La 8e journée du championnat national de Ligue 1 a pris fin hier avec la victoire de l'AS Real 3-0 face au COB et du nul 0-0 entre les 11 créateurs et le Djoliba. Bigan FC a battu l'AS Police par 2-0. Rappelons les résultats déjà enregistrés. Black Stars de Badalbougou a battu Afrique Football Elite par 1-0. Le Zamana de Bako et LCB ont fait partie de 0-0. 0-0, c'est également le score qui a sanctionné la rencontre à Esco Bakaridjan. Eh bien, Yélé Olympique et l'US Bougou ont fait partie de 2 buts partout. L'US Kita et l'USFA sont séparés sur le nul de 1 but partout. Au classement, après cette 8e journée, l'AS de Bamako occupe la première place avec 18 points. Le Djoliba suit avec 16 points. La 3e place est occupée par l'ASCO, 15 points. Au bas du tableau, l'AS Police occupe la 14e place avec 6 points de différence de moins 4. 13e, USC Kita, 6 points également, mais une différence de moins 5. Et Yélé Olympique est bon dernier avec 4 points de différence de moins 7. La 9e journée démarre lundi 26 décembre. Sur tout autre plan, le nouveau stade de Baraki, situé dans la banlieue sud de la wilaya d'Alger, portera donc le nom du défunt président sud-africain Nelson Mandela. L'information a filtré il y a quelques jours, mais elle vient d'être confirmée par le ministre de la Jeunesse et des Sports algérien. La Commission nationale pour la dénomination des stades a tranché. Le nouveau stade de Baraki portera le nom de Nelson Mandela, a-t-il affirmé au forum El Hiwar.
L'ancien entraîneur de Chelsea, Avram Grant, 67 ans, a été nommé à la tête de la sélection de la Zambie, a annoncé la Fédération zambienne de football hier jeudi. Finaliste de la Ligue des Champions avec Chelsea en 2008, le technicien israélien qui a également dirigé le club anglais de West Ham, l'équipe nationale du Ghana qu'il avait menée en finale de la CAN 2015 et celle d'Israël, s'est engagé pour 2 ans. Il devra redresser une équipe zambienne qui n'est pas parvenue à se qualifier pour les 3 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Il succède au Croate Aljoza Azanovic qui avait quitté son poste pour un différend salarial. Abraham aura donc comme premier objectif de qualifier l'équipe pour la phase finale de la CAN 2023 dans un groupe qui compte également la Côte d'Ivoire, le Lesotho et les Comores. Et pour terminer, Cristiano Ronaldo devrait bien filer en Arabie Saoudite cet hiver. Attendu à Riyad pour signer un long et juteux contrat avec El Nasr, l'attaquant portugais pourrait raccrocher les crampons dans le golfe avant d'endosser un rôle d'ambassadeur du football saoudien. Après avoir tenu la drague haute à Lionel Messi pendant plus d'une décennie, l'attaquant Cristiano Ronaldo connaît décidément une fin compliquée. Et visiblement, après avoir quitté Manchester United et réalisé une Coupe du Monde 2022 plus que décevante avec le Portugal, le quintuple Ballon d'Or s'apprête à tirer un trait sur son épopée en Europe avec un départ éminent pour Al Nassr. Chronique du développement. La chronique du développement du jour nous parle des institutions de microfinance au Mali. Depuis l'avènement des premières structures de microfinance dans les années 1980, celles-ci œuvrent à mettre au cœur de leur mission les préoccupations des populations à revenus modestes n'ayant pas accès au système bancaire classique. À ce jour, elles touchent plus d'1 million de clients et ont octroyé plus de 160 milliards de prêts. 160 milliards de francs CFA de prêts à cette catégorie. La chronique du développement en rediffusion, une réalisation de Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Depuis plus d'une décennie, les institutions de microfinance s'affirment de plus en plus sur le paysage du système financier malien. Autrement dit, elles ont su s'imposer comme une alternative aux banques classiques en termes d'épargne ou de prêts pour les populations à revenus modestes. Modibo Koulibaly est le président de l'association professionnelle du système financier décentralisé APSFD. La microfinance, couramment appelée bien sûr système financier décentralisé, c'est l'ensemble des activités d'intermédiation financière qui s'adressent bien sûr à des couches vulnérables ou des populations à revenus modestes dans le cadre bien sûr de tout ce qui concerne la collecte de la petite épargne, l'octroi de microcrédit et tout ce qui concerne les activités de microassurance. Donc d'une manière générale, ce que vous prenez, c'est ces 3 domaines, à savoir l'épargne, le crédit et l'assurance. Donc ça s'adresse en réalité à des cibles qui n'ont généralement pas accès au système financier classique qui sont les banques. Donc des populations à revenus modestes qui doivent bien sûr s'unir dans le cadre de la solidarité pour s'entraider. Donc c'est ça l'ensemble en fait qui constitue la microfinance qu'on appelle aussi organisée bien sûr en termes de structure qu'on appelle le système financier décentralisé. Au Mali, on dénombre 86 institutions de microfinance opérant sur l'ensemble du territoire national et singulièrement dans les zones rurales. Elles contribuent au développement économique et social du pays à travers le financement de projets dans divers domaines d'activité économique au profit des populations à revenus modestes. En fonction des besoins exprimés, donc, nous pouvons financer des activités dans le domaine du commerce. On peut financer des activités dans le domaine de l'agriculture. On finance aussi des petites et moyennes entreprises. La plupart des cas, donc, ils ont un projet économique en termes réellement d'investissement ou en termes réellement de fonds de roulement. Donc la microfinance réellement peut financer ces besoins qui sont exprimés par en tout cas les clients ou bien par les membres, indépendamment bien sûr de la nature de l'institution de microfinance. Parce que faire du crédit, c'est en fait prendre des risques. Et en fonction bien sûr du niveau des fonds propres, donc la réglementation a bien sûr fixé un ratio par rapport à ça. Donc on parle de 10%, mais les institutions, pour question bien sûr de modérer
ces risques. À l'intérieur de chaque structure, vous allez trouver qu'il y a une politique de crédit et cette politique maintenant limite le montant maximum. Pour les institutions, ça peut être des montants de 50 millions, d'autres 100 millions, d'autres 150 millions. Mais d'autres encore plus bas, ça dépend de la capacité vraiment de l'institution à pouvoir gérer les risques liés réellement aux opérations de crédit. Évoluant dans le secteur des BTP, Mme Ouattara Djeneba Sissé a bénéficié de l'appui d'une institution de microfinance. Elle avoue que cet accompagnement lui a permis de décoller. Oui, le financement, ça m'a été utile. Moi, je travaille avec d'autres entreprises qui me donnent des sous-traitances. Quand vous n'avez pas de l'argent, vous ne pouvez pas travailler. Mais avec la caisse, on me donne de l'argent, je fais mes prestations dans le mois et je paye à l'avance. Bon, donc ça m'a été utile, ça m'a aidé à décoller seul, sans dépendre de quelqu'un d'autre. J'ai acheté des équipements, j'ai une bétonnière, les brouettes, les équipements qu'il faut. Bon, j'ai une dizaine de personnes, un maçon, plombier, électricien, les manœuvres pour mes travaux. Comme défi à relever, les institutions de microfinance au Mali doivent travailler pour renforcer les taux de bancarisation dans les secteurs oscillant entre 22 et 24%, ce qui sous-entend qu'elles doivent aller à la conquête de nouveaux clients. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. C'était une présentation de Koumba Sissé. Toutes mes excuses pour la qualité de ma voix. La partie technique a été assurée par Bintou Traoré, réalisation Brahma Traoré, mise en ligne Sekou Traoré. Je vous remercie de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.